Aujourd'hui, nous avons deux invités. D'abord, Michel de Kemeter, qui est cofondateur du projet Kairos. Et le projet Kairos, c'est vraiment une toute nouvelle façon de voir l'économie, de voir la société, d'interagir entre nous. On va évidemment développer ça avec Michel. Alors, Michel de Kemeter est aussi philosophe de l'économie parce que il a inventé le concept de l'économie systémique. Ça aussi, Michel, tu nous expliqueras. Et tu enseignes à la Business School de l'Université de Bruxelles. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous Thibaut Verbiest, qui est avocat, donc du cabinet d'avocats Meta-Law, qui est installé à Bruxelles. Et Thibaut s'intéresse aux grands sujets de société, évidemment aux enjeux du numérique. Et Thibaut, tu es aussi porteur de plusieurs projets dans le Web3 et aussi auteur et écrivain d'un dernier ouvrage qui est sorti sur les crypto-monnaies. Alors, Michel et Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici à Bruxelles chez Bit4You, qui est un exchange belge. Nous sommes ravis. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Absolument, Claudia. Merci de nous recevoir. Et également enchanté. Avec plaisir. Alors, moi, je vais commencer tout de suite avec Michel. J'ai une question qui est la base, je pense, de tous les projets que tu as développés. Et c'est quelque chose que tu enseignes à l'Université de Bruxelles. C'est l'économie systémique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est sur toutes les lèvres. Hein. Depuis quelques décennies, on pense qu'il faut repenser le système. C'est le système qui pose problème. Et donc, c'est systémique. Le système va pas changer. Donc, on a décidé d'inventer un nouveau système économique et finalement une nouvelle façon de voir la société. Donc, l'économie systémique, hein, on l'a construit en 2012-2013. C'est un modèle économique qui permet de repenser complètement la façon dont on fait affaire, dont on fait du business. C'est-à-dire que chaque business va répondre au moins à 3 grands enjeux sociétaux et on va inviter vraiment les acteurs à se connecter à leur écosystème, comme dans la nature, de faire des modèles collaboratifs qui permettent d'avoir accès à des ressources beaucoup plus intéressantes et plus élevées. Ok, donc quand tu disais 3 points, oui. C'est lesquels ? Donc on a les 17 objectifs de développement durable, mais dans notre modèle, nous avons 26 grands enjeux. Des grands enjeux sociétaux qui viennent aujourd'hui, qui posent problème déjà aujourd'hui, hein, de démographie, de la toxicité, ce qu'on mange, climat, environnement, aussi les enjeux humains, les enjeux économiques aussi. Et donc, nous avons 26 grands enjeux. On demande à chacun de nos élèves ou de nos clients de cocher au moins 3 cases. Donc, dans leur raison d'être, ils doivent au moins répondre à 3 grands enjeux. À 3 problématiques. À 3 problématiques. Ça veut dire que ça va tirer tout à fait la vision de la boîte vers le haut et ça va attirer les partenaires publics, privés, également vers les écosystèmes qui vont collaborer comme ça. Ok. Donc, en fait, là, tu parles déjà des clients ou des apprenants. Donc là, on est déjà dans Kairos. Oui. On revient au point de départ. Donc, tu enseignes, tu crées le concept de l'économie systémique, tu l'enseignes à l'université et puis tu lances un projet qui s'appelle Kairos. C'est ça. Explique. Kairos. Alors Kairos, c'est une monnaie d'usage, c'est une monnaie digitale dédiée à quoi ? À la régénération. La régénération, c'est le résultat de cette action collective de répondre à ces grands enjeux. C'est ça, évidemment. Si tout le monde s'y met à répondre aux grands enjeux, nous allons régénérer l'humain d'abord et avant tout, mais également l'environnement et les métiers. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, en tant que citoyen, il y a 26 grandes problématiques sociétales. En tant que citoyen, chaque fois que je me mets en action, si je me dis je dois répondre à 3 de ces critères, alors j'ai une responsabilité sociale à transformer la société parce que j'actionne au moins sur 3 problématiques. C'est ça que tu veux nous dire ? Mais c'est vraiment ça. Imaginons, en fait, c'est la loi des chiffres. Imaginons, nous sommes 100 personnes. 100 personnes qui répondent chacun à 3 grands enjeux, ça fera 300 solutions. Et c'est pas beaucoup 100 personnes, 100 entreprises, 300 solutions. On va avoir des grappes de solutions à tous ces grands enjeux. C'est ça aujourd'hui. Tous ces enjeux qui font peur un par un, si collectivement on s'y met, c'est vraiment la loi du collectif. C'est comme dans la nature, hein. Si on s'y met tous ensemble, comme les fourmis ou les abeilles. Quoi. Oui, ou si on pense que à nous, à notre propre petit enjeu, on va créer tellement de dégâts collatéraux que voilà, le résultat aujourd'hui est visible à l'œil nu. Donc ça marche pas, ça fonctionne pas. Le capitalisme dit individuel, il fonctionne pas si on pense que chacun à nous. Et tous les modèles et toutes les théories du jeu d'ailleurs en économie montrent qu'il faut collaborer pour. Et donc c'est vraiment ça, cette idée de dire si ensemble nous répondons tous à plusieurs grands enjeux, qu'ils soient humains, d'engagement, de motivation, de vision, de régénération, chacun à sa mesure, eh bien on va créer des millions, des milliards de solutions. C'est marrant, tu parles de la théorie des jeux, donc on appelle ça game theory. Oui, oui. Dans le monde du Web3, il y a beaucoup cette game theory. Et comme tu dis,
s'il fallait résumer, ce serait que tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Ah oui. C'est ça l'intérêt de la game theory. Ben, on est tous dans le même bateau. Et dans une blockchain totalement décentralisée, on comprend bien, ça marche bien. Mais donc l'idée de Kairos, déjà j'imagine, j'entends un peu la petite musique de la décentralisation, de la responsabilisation de tous les acteurs. Donc concrètement, vous allez inciter, vous Kairos, avec une crypto, hein, quelque part, on va en parler, je pense avec Thibaut, mais d'inciter tout le monde à œuvrer dans un sens nouveau où tout le monde sera responsable. Ouais, mais avant d'arriver à la crypto, il y a Kairos, il y a le concept. Donc en gros, on identifie 26 problématiques et on accompagne donc des gens, des jeunes, je pense, mais pas que des jeunes. Des jeunes et puis des moins jeunes, hein. Justement, on a des gens de toutes les générations, de toutes les cultures, de tous les continents. C'est fabuleux parce que nos programmes, comme tu disais, j'enseigne effectivement dans cette business school, mais le gros de notre travail, c'est un travail terrain avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont des terrains physiques. Donc c'est des gens en Afrique, par exemple? Alors on a des clients partenaires qui possèdent des terrains et qui disent on veut faire quelque chose de vraiment intéressant. Parfois c'est des très très grands terrains de 100 hectares, de 1000 hectares, de 5000 hectares. Et ça c'est intéressant ce que tu me disais. Tu me disais parfois je suis contactée par des très grandes familles qui ont des terrains dont ils ne font rien, c'est juste, ils sont propriétaires, et ils viennent te trouver en disant, voilà, moi j'ai X hectares au Portugal, j'ai X hectares au Costa Rica, j'ai X hectares peu importe en Patagonie, en Afrique, en Afrique du Sud, en Inde, un peu partout. Oui. Et donc là, est-ce que toi, Michel, avec Kairos, tu peux créer un projet régénératif? Et la question, c'est qu'est-ce que c'est un projet régénératif? Oui, en fait, c'est très intéressant parce qu'on ne pensait pas qu'on allait rencontrer ce genre de clients qui sont des propriétaires de terrain. Finalement, notre économie systémique, elle est rien toute seule. Bien sûr. Ici, on ne trouve pas de host, comme on dit, s'il n'y a pas de corps pour amener ce virus positif. Et on s'est rendu compte que ces propriétaires de terrain, très très souvent, sont des gens qui disent, on a ces terrains, de nouveau 10 hectares, 100 hectares, 1000 hectares, 10 000 hectares, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut faire quelque chose de chouette, reforester, recréer de la biodiversité, créer de l'activité, construire des maisons écologiques autonomes, créer une autonomie alimentaire, faire des événements culturels, etc. dessus, mais c'est tellement énorme, c'est recréer un pays tout entier. Mais donc ça, c'est notre projet de départ. C'est de créer cette économie parallèle qui soit une économie attirante et on va dire kiffante pour nos jeunes, qui donne espoir. Et donc, on a trouvé ces gens qui ont ce terrain, qui les mettent finalement à disposition et qui ont tous le même problème. Comment on fait pour les infrastructures, l'eau, les semences pour créer la biodiversité, l'éco-construction, l'autonomie énergétique? Comment on fait? Donc, cette feuille de route-là, c'est ça que le projet Kairos amène. Une feuille de route avec, et ça, c'est le trésor des trésors, j'appelle ça le trésor des trésors, qui a plus de valeur que le trésor des Ottomans ou le trésor des... Voilà. C'est le trésor de tous ces gens qui ont déjà développé des solutions à ce qui est en train de se passer face à ce monde et cette économie qui part, en bon français, en bon belge, qui part en couille. Ouais. Il y a des solutions partout. Et très souvent, sont des solutions qui sont portées par des gens humbles, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Des hommes de l'ombre. Œuvrent. Des hommes et des femmes de l'ombre partout dans le monde. Et ça fait des années qu'on essaie qu'on les attrape, enfin qu'on attrape le business model, qu'on les fédère, qu'on dit mais attendez, vous avez quelque chose de magnifique là. Et je donnerai quelques exemples. Et donc de ces 350 solutions, solution holders comme on les appelle, on les a mis dans cette espèce de base de données qui sera un peu le Wikipédia de la régénération. Alors tous ces business models que nous sommes aujourd'hui invités à développer avec nos amis entrepreneurs, avec cette monnaie digitale qui sera un des outils qui va nous aider à ça, sont des business models qui régénèrent l'humain parce que ça va leur donner espoir face à un monde qui est désespérant et qui est anxiogène, également sont des business models qui vont régénérer la nature, l'environnement. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais les résultats sont mauvais, voire négatifs. Ils sont très mauvais les résultats aujourd'hui, malgré les milliards. Sur l'environnement, oui, ce qu'on appelle le greenwashing. Oui, mais c'est absolument tragique, malgré les milliards balancés dans de nouveau des business opportunistes. Hein. Mais également, ce sont des business qui rapportent de l'argent, donc qui créent de l'emploi. Donc on a ici
des 350 personnes qui ont réussi, entreprises qui ont réussi, et donc qui sont aussi d'accord de partager leur savoir. Donc il y a 350 personnes aujourd'hui impliquées dans le projet Kairos, qui sont soit en train de construire des bâtiments écologiques, soit en train de révolutionner l'agriculture. Ou faire de l'inclusion de tout genre. Mais moi, je me mets à la place de nos auditeurs qui se disent « Ok, super, mais moi, j'ai pas de terrain. Je voudrais participer à Kairos, j'ai pas de terrain. Voilà. Quel est l'apport? Qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter de la connaissance, on peut apporter son temps, une expertise, un terrain, mais quoi d'autre? Justement, on aura besoin de tout et de tout le monde, donc ça tombe bien. La denrée la plus rare, et on le sait, ce sont des entrepreneurs qui sont d'accord de réinventer l'économie, de porter, de copier-coller parfois des modèles qui existent dans d'autres territoires. Donc on a besoin de gens, on a besoin de millions de personnes qui sont d'accord de dire on va créer des activités basées sur un nouveau modèle. Et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec notamment un de nos programmes. Non, mais j'aimerais bien demander à Thibaut, parce que donc Thibaut Verbist est advisor du projet, mais bon, je pense que vous connaissez, donc tu as embarqué Thibaut dans le projet, vous êtes des potes, etc. Mais Thibaut, toi, tu as une expertise vraiment profonde du Web3, de la blockchain, etc. Donc toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet et comment tu pourrais en parler comme quelqu'un qui vient justement onboarder dans ce projet? Moi, je vais en parler avec passion. D'abord parce que c'est mon vieil ami ici. Et je suis tellement content qu'on puisse faire cette interview ensemble après, je sais plus, 15 ans. Et ça fait quand même, avoue quand même que ça fait des années que je te bassine avec la blockchain. Et maintenant, on y est à fond. C'est intéressant. Et maintenant, on y est à fond. Au début, tu me regardais quand même avec des... Avec quoi il vient? Avec quoi il vient avec sa blockchain? Il croyait que c'était le docteur Blockstein, un psychiatre de New York. Et bon, c'est pas vrai ce que je dis. Et non, ce qui me plaît vraiment, d'abord, c'est philosophique, voire spirituel. C'est que ce qui, moi, m'a amené à la blockchain il y a, je vais dire, sans exagérer, à peu près 8 ans, c'est vraiment le pouvoir transformateur de la crypto, de la blockchain, et ma source d'inspiration, qui est la même que la tienne d'ailleurs à l'origine. C'est notre mentor à tous les deux qui s'appelait, parce qu'il n'est plus de ce monde, Bernard Liétard. Alors Bernard Liétard, c'est un Belge qui était un ancien banquier central. Donc il a travaillé pour la Banque nationale de Belgique. Il est crédité sur Wikipédia comme un des 3 créateurs de l'euro. Vous pouvez vérifier. Et il est devenu, sur les 15 dernières années de sa vie, il était devenu le chantre des monnaies locales complémentaires avant la crypto. Donc avant que Bitcoin n'arrive, il était déjà le chantre de ces monnaies locales. Complémentaires, alternatives, locales, comme le sel, la plus connue, c'est probablement SEL, le sel, et qui se substitue à l'euro pour pouvoir favoriser des échanges directs. Et tout son cadre de pensée qui était très élaboré, qui était à la fois mathématique, économique et spirituel et philosophique, il a démontré à travers plusieurs bouquins qui sont passionnants, ils sont sur Amazon si vous voulez les lire, le bouquin que je vous recommande et qui explique tout, et vous comprenez pourquoi 20 ans avant, pourquoi la crypto-monnaie a un sens spirituel, philosophique, économique et même mathématique. C'est au cœur de la monnaie. Et il explique qu'un système monétaire, c'est comme n'importe quel système complexe. Un système monétaire est sujet à 2 forces. C'est l'efficience, la résilience, c'est le yin et le yang, c'est le féminin, c'est le masculin, c'est l'ordre et le chaos, c'est la négantropie et l'entropie. Ce sont des principes universels d'équilibre, et que lorsque un système est, par exemple, trop dans l'ordre, trop dans l'efficience, trop dans le masculin, il devient rigide. En anglais, on dit brittle. On n'a pas ce mot en français. Brittle, ça veut dire c'est tellement rigide qu'il devient cassable. Il n'a plus la souplesse du bambou. L'agilité. Il n'a plus la souplesse du bambou qui est à la fois dur, mais qui s'est plié sous le vent. Et on voit bien, le FMI, je crois que le FMI avait recensé sur les 40 dernières années, il y avait eu plus de 300 crises financières et monétaires dans le monde. Il n'y en a pas eu 3 ou 4, comme on pense, des centaines, avec des faillites de pays comme l'Argentine, etc. Toujours dû au même problème fondamental. C'est qu'on est dans un système financier et monétaire monolithique, basé sur l'efficacité à court terme. C'est ce qu'on appelle un système masculin. C'est ni bien ni mal, dire que, et là ça n'a rien à voir avec les hommes. Tout ça, ce sont des archétypes. C'est un système qui est basé sur la dette,
Donc plus j'ai de l'argent, plus je suis incité à le garder parce que l'argent génère plus d'argent. C'est le système des intérêts liés à l'argent-dette. Et ce système-là n'est pas un système résilient. Alors donc c'est tout sauf la régénération. Hein, c'est tout sauf la régénération. Et donc on est dans un donc on peut faire ce qu'on veut, rajouter des réglementations, des contrôles. On ne fait en fait que rigidifier davantage un système. Vous savez, c'est l'image de la digue. Hein. C'est que vous pouvez renforcer votre digue, mais si les vagues sont de plus en plus hautes, eh bien, votre digue, elle cédera. Et c'est ça le problème du système actuel. Ça renvoie à l'antifragilité, le concept de Nassim Nicolas Taleb, qui disait que le Bitcoin et les cryptos, ou en tout cas les cryptos très décentralisés comme Bitcoin, sont antifragiles. C'est-à-dire que plus on les bombarde de crises et de problèmes, plus elles vont trouver des solutions et s'adapter en fait. Oui, on est dans le même principe. Et donc ici, on est dans une période qui est expérimentale, qui est transitoire, parce qu'on va vers quelque chose, et que on est toujours très attaché à l'ancien. Et donc quand on voit Bitcoin tous les débats, tous les débats on va dire des non passionnés. Se focalise sur le méchant Bitcoin volatile et spéculatif, bien sûr, et consommateur d'énergie, etc. Il est vrai qu'une bonne partie des gens qui s'intéressent à Bitcoin, donc les non-passionnés, le font pour des raisons purement spéculatives. Et donc là, c'est l'ancien système en fait qui essaye de survivre en se disant, moi, je me fous en réalité de la crypto-monnaie. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est son équivalent dollar. Mais là, la révolution n'est pas là. La révolution, elle est dans la capacité, et on va revenir à Kairos, dans la capacité de cette multitude de monnaies alternatives, de venir apporter de la résilience dans le système, c'est ce que tu disais, hein, un airbag financier. Et en ce sens-là, on dit que ce sont des monnaies féminines. Alors le Bitcoin n'est pas utilisé comme une monnaie féminine, mais comme une monnaie masculine. Mais Kairos est typiquement un exemple, et c'est ça qui m'a intéressé, parce que j'ai enfin vu un projet, il y en a d'autres, hein, mais je me suis, comme c'est en plus porté par mon ami, et qu'en plus c'est dans la continuité de ce qu'il fait depuis, je sais pas, 20 ans à peu près, bingo quoi. Ici c'est fondamentalement une monnaie féminine. C'est une monnaie dont l'ADN est l'échange. Et quand vous avez une monnaie qui reflète l'échange, elle reflète aussi les valeurs portées par la communauté. Et donc, en ce sens, c'est aussi une monnaie communautaire. Donc, je veux dire, naturellement, elle va refléter la connaissance, elle va refléter la coopération, elle va refléter la régénération. Alors j'aimerais bien parler de ça. Alors monnaie communautaire, ça c'est parfait, c'est un très bon sujet. Effectivement, on sait tous, on en parle tout le temps que dans la crypto, autour des projets crypto, il y a forcément une communauté. Autour des projets NFT, il y a une communauté très forte et ça sert à motiver sa communauté. Donc dans Kairos, il y a un token ou il y aura un token Kairos pour motiver la communauté, mais à chaque fois aussi ce sera un utility token. Donc on pourra avec ce token accéder à de la ressource documentaire, on pourra voter peut-être, j'en sais rien. Ça en est où à ce moment? C'est ça. Donc aujourd'hui, de façon très simple, nous sommes dans la phase de démarrage. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est, allez, par exemple, pour le faire bête et méchant, hein, nos propriétaires de terrain, au lieu de leur envoyer une facture pour coaching, machin, on leur dit investissez avec nous, achetez des tokens en pre-sales, et donc ils achètent 50 000, 100 000, 200 000 tokens, et ils savent qu'ils vont pouvoir utiliser ces tokens pour pouvoir acheter du savoir, acheter des templates, acheter du temps de nos extrapreneurs qui auront suivi la formation pour venir avec eux construire sur leur terrain des maisons, des business, de la reforestation, de l'autonomie alimentaire et des installations à amener la technologie. Donc ils auront accès à la plateforme de partage de ces meilleures pratiques dont on parlait à l'instant, mais également avoir accès à un écosystème d'entrepreneurs, on appelle ça dans notre jargon des extrapreneurs, qui vont venir, parce qu'ils sont extra évidemment tous, ils vont pouvoir venir les aider à implémenter des nouveaux business chez eux, parce que il va leur falloir pour certains 20, 30, 40 entrepreneurs, des gens qui vont démarrer des business. Ils vont pouvoir le payer avec ce token. Et donc, ça veut dire que ce token, ils vont l'acheter pas à la casse, mais au début, évidemment, c'est beaucoup moins cher au début. Ils vont pouvoir s'offrir des services de premier plan de gens qui vont être au taquet pour démarrer des business avec eux, puisqu'ils seront payés. Mais par exemple, tu parlais de l'Inde, tu disais l'Afrique du Sud. Alors, par exemple, concrètement, est-ce qu'il y a un projet qui te vient en tête comme ça, où tu pourrais dire, bah là, vraiment, il y a eu tel problème? Alors, par exemple, alors pour nous, c'était extraordinaire parce que
Pour nous, ce sont des laboratoires à ciel ouvert, évidemment, parce qu'on en a un peu partout dans tous les continents. Alors, les plus performants, ceux qui nous ont le plus surpris, ce sont les Congolais. Okay. Alors, le Congo, c'est un pays compliqué qu'on aime de tout notre cœur parce qu'ils sont juste magnifiques, parce que ils sont joyeux, ils sont entreprenants, ils sont collaboratifs, ils ont le sens du collectif. Toutes les choses qu'on n'a plus en Belgique, entre parenthèses, ou en Occident. Et on a décidé de travailler directement avec le terrain, avec des gens sur place. Alors, ils ont des immenses problèmes de déforestation. Donc, toute la faune est partie, parce que pour le charbon, hein, donc ils coupent les arbres pour en faire du charbon, et donc ça ne repousse pas. Et puis après, c'est la culture du brûlis. C'est dans quelle partie du Congo? Alors, on a des extrapreneurs qui se trouvent dans le Nord Kivu, qui est en zone du côté de Goma, en zone de guerre aujourd'hui. C'était les plus performants de tous. Hein. Je salue donc, au passage. En pleine zone de guerre, ils bâtissent un projet. Ah oui, donc ils reforestent, ils forment des gens, les réfugiés, ils démarrent des champignonnières, ils démarrent des pépinières, ils démarrent des... Ok, donc Kairos est vraiment impliqué concrètement dans ce terrain en pleine zone de guerre où vous êtes en train de reforester. C'est les plus performants en plus, c'est extraordinaire, quoi. Oui, parce qu'ils travaillent dans des conditions terribles. Donc, ils ont à Goma, il y a 300 000 réfugiés qui dorment sous des bâches, hein, avec les enfants dans la boue. 300 000 réfugiés. C'est hallucinant. Personne ne parle de ça, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que on a besoin du coltan pour nos smartphones, hein, pour piloter tout ça. C'est à cause de ça que c'est la guerre. C'est les nouveaux esclaves. Hein? Ah oui, c'est les nouveaux esclaves. Mais également, il y en a sur le plateau des Batéké qui se trouve à 2-3 heures à l'est de Kinshasa. C'est une grande zone aussi, c'est une ancienne zone de chasse qui était complètement déforestée. Donc là, les problèmes là, on les a réglés en faisant un partage de meilleures pratiques et en les formant. En les formant à la permaculture, le compostage, le semi-direct. Ah oui, ils étaient très demandeurs parce que tout à coup, les gens s'intéressent à eux directement sans passer par les millions par les millions de la coopération. On a été extrêmement performants quand on voit ce que la coopération fait aujourd'hui et fait depuis 40 ans et ce qu'on a réussi à faire en quelques mois, on se pose des questions quand même. Oui, et donc Kairos les a accompagnés à acquérir de la connaissance, à être autonomes. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'ils développent? Donc, de la permaculture? Permaculture, compostage, le semi-direct, donc ils ont reforesté en semant directement les semences, en les préparant. Ils ont reforesté plusieurs centaines d'hectares dans plusieurs et ça, c'est financé par qui? Ça a été financé d'abord pratiquement en fonds propres. Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est l'énergie entrepreneuriale. Ils se sont rendus compte que reforester avait de la valeur pour eux. Parce qu'ils allaient avoir très vite des fruits, des légumes. En 2 ans, ils ont leurs premiers fruits. Donc, en 2 mois, ils ont leurs premiers légumes. En 2 ans, ils ont leurs premiers fruits. Et très rapidement, ils ont également, en 2-3 ans, leur premier bois qui permettent d'avoir des bois de chauffage. Oui, mais donc, si je comprends bien, la valeur première de Kairos, c'est la transmission de la connaissance. Exactement. OK. Et donc, pour faire le lien avec ce dont tu parles, tu as un programme de formation qui est accessible à tous. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, ce programme de formation, on l'appelle Extrapreneur, c'est 2 mois. En 2 mois de temps, on met des gens qui ne se connaissent pas, en physique ou en digital? En digital et en physique pour ceux qui veulent. Mais en digital, ça fonctionne aussi très très bien parce qu'ils sont obligés d'être là à certaines heures et ça fonctionne très bien. On fait travailler des gens en équipe sur des grands enjeux. Donc, par exemple, je donne un exemple, comment faire pour créer 10 000 banques de semences. Pour réussir ce défi de la biodiversité, il faut créer minimum dans le monde 10 000, voire 20 000 banques de semences. On n'y est pas aujourd'hui. Comment on fait de façon décentralisée? Bon, on s'inspire de la blockchain du coup. Et une banque de semences, c'est là où on peut trouver toutes les différentes sortes de locales, semences. Voilà. Mais quand tu dis une banque, c'est une banque physiquement, c'est où on peut venir se servir de semences. C'est ça. On sait que les semences, c'est un enjeu économique majeur. Majeur. Mais concrètement, parce qu'en fait, mes questions ne sont pas anodines. On sait aujourd'hui que les jeunes, il y a un grand taux de suicide chez les jeunes. Et pourquoi il y a un grand taux de suicide? Parce qu'en fait, le monde, comme vous disiez, part en couille, en fait, et qu'ils ne trouvent plus leur place, ils ne trouvent plus le sens et ils ne trouvent plus leur utilité. Donc, en fait, je pense que la question fondamentale de chaque être humain, c'est quelle est ma place dans la société et quel rôle je dois jouer. Et les jeunes aujourd'hui, en fait, ils ne savent pas où est leur place. Et j'ai l'impression que ton projet peut être une réponse à ça. Et donc, si j'ai pas de terrain, imagine, je n'ai pas de terrain, mais je me dis, ce projet Kairos, c'est quand même génial. Moi, j'ai un peu d'argent. Eh bien, je vais faire un appel à 10 jeunes et je vais leur offrir cette formation. Alors, combien coûte cette formation? Exactement. Alors, ce qui est amusant, on a cassé tous les codes. La formation, au lieu de la faire payer, en fait, on la paye.
on paye tous ceux qui terminent, reçoivent un wallet avec des Kairos dessus. Oh, fantastique. Ah, Donc, on très a bonne changé idée, ça. complètement le modèle. Et donc, les Africains, ils trouvent ça génial parce qu'ils ont du coup leur wallet avec des Kairos dessus. Ah oui. Alors justement, j'ai une question pour Thibaut, parce que en Afrique, on sait que le continent africain est le continent le plus à l'aise avec les crypto-monnaies. On sait que le Nigeria utilise à 40% de la crypto. D'ailleurs, on a vu que le Bitcoin s'arrache à prix d'or maintenant au Nigeria, parce que les monnaies là-bas chutent. Donc toi, Thibaut, je sais que Mais pas que, parce qu'ils peuvent faire des micro-paiements, mais peut-être que justement, Thibaut peut nous expliquer je sais que tu as pourquoi. une vision là-dessus, hein, sur l'utilisation concrètement de la crypto comme paiement, comme moyen de paiement, et l'utilisation des wallets en Afrique avec les téléphones et tout. Ça, c'est incroyable ce qui se passe quand même là-bas. Et en oui, Amérique oui. latine aussi, peut-être. je sais Bah pas oui, si- l'Amérique latine aussi, mais c'est parce que les situations sont assez comparables. Il y a des pays avec de l'hyperinflation. C'est déjà une des premières raisons pour laquelle la population, en fait, elle n'a pas le choix. C'est qu'elle se retrouve en fait complètement prise en otage dans un système monétaire où la monnaie n'a plus de valeur finalement. L'exemple que tout le monde, qui est connu, c'est celui du Zimbabwe, hein, où le dollar zimbabwéen, c'était pour un pain 10 milliards de dollars, quoi. Récemment, quoi. Oui, peut-être il y a Quelques un an. années. Je sais que maintenant c'est un peu moins, mais enfin ça reste des sommes Pas 10 milliards astronomiques. de dollars, 10 Comment milliards de monnaie locale. Oui, c'est du dollar, Oui. mais c'est Ok. le dollar. Hein, ils utilisent leur propre dollar. Oui. Ah oui, ok. Mais on était effectivement genre 10 000. T'avais des billets, hein. D'ailleurs, il y en a qui se vendent sur eBay. J'en ai acheté un, moi. J'en ai acheté un parce que je le montre à mes étudiants parfois, parce qu'on me disait oui, le Bitcoin c'est super volatile. Attendez. Ouais. La volatilité n'est pas une condition pour caractériser une monnaie, parce que si c'était le cas, il y aurait beaucoup de monnaies nationales qui ne seraient plus des monnaies. Merci. Et parce qu'elles sont beaucoup plus volatiles en réalité que le Bitcoin. Ouais. Donc dans certains pays, c'est juste une question de survie. Et alors il y a certains États comme le Nigeria, parce que tu mentionnais le Nigeria, qui en fait les autorités ont complètement paniqué parce qu'ils se sont dit attendez, 40, moi j'avais 35%, mais peu importe, hein, Ouais. t'imagines quoi. C'est presque une personne sur deux C'est ça, qui utilise le Bitcoin. Généralement c'est le Bitcoin, hein. Ouais. Et donc le gouvernement a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils ont sorti leur, comment on dit, CBDC. Ça veut dire, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent ce vocable, mais c'est des monnaies digitales de banque centrale, hein. Donc la monnaie digitale d'État. Et ils ont lancé leur propre CBDC qui est Inaira et qui marche pas. Parce que la population s'est dit attendez, on a compris la manœuvre. En fait, vous voulez nous tracer, vous voulez nous fliquer avec cette monnaie. C'est la crypto de l'État, la crypto C'est la officielle du gouvernement. C'était un Bitcoin d'État. Un Bitcoin d'État. C'est un Bitcoin d'État, sauf que quand vous devez utiliser le porte-monnaie qui est fourni par l'État, Ouais. et quand vous ouvrez votre porte-monnaie, vous faites ce qu'on appelle un KYC. Donc vous devez vous identifier, et là, évidemment, l'État fait le lien, la Banque centrale fait le lien entre chacune de vos transactions et votre identité, ce qui est exactement ce que les gens ne veulent pas. Et d'ailleurs, c'est le gros problème de cette réponse étatique qu'on voit maintenant en Afrique, mais aussi en Chine, et des tentations fortes aussi en Europe et aux États-Unis. C'est une manière de supprimer le cash et de lier toutes vos dépenses à votre identité, potentiellement en tout cas. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est certain que ça reste quand même aujourd'hui le cas d'usage global massif numéro 1. C'est la raison pour laquelle Bitcoin maintenant commence à devenir à porter une promesse qui était sa promesse initiale d'un vrai paiement mondial décentralisé avec Lightning Network. Et cette possibilité maintenant de faire des microtransactions avec des coûts très limités, très rapidement. Et maintenant, il y a même des NFT qui commencent à arriver sur Bitcoin, etc. Et donc, là où on disait que Bitcoin était complètement impropre à être utilisé comme un moyen de paiement qui pourrait concurrencer, par exemple, Visa, maintenant, les choses sont en train de changer. Bah, oui, et en plus, les paiements internationaux, on sait que ces pays s'envoient. Ils ont parfois quelqu'un qui est en France, en Belgique, qui travaille, qui envoie de l'argent. Bah, ils bypassent tous les organes comme... Western Union ou MoneyGram qui prennent des commissions horribles. Que beaucoup d'Africains vous diront que c'est du racket. Hein. Oui, ils prennent jusqu'à 10-15% de commissions sur les gens les plus pauvres qui envoient 200-300 euros de l'Europe à l'Afrique. C'est la diaspora généralement qui est taxée. C'est ça. De 10 à 15%. La diaspora est taxée. Et ça veut dire moins d'argent pour les familles en Afrique qui en ont besoin. Oui, tout à fait. Mais donc c'est intéressant parce qu'en fait, la vie qu'on peut avoir, on voit très bien que
l'avis qu'on peut avoir sur le Bitcoin dépend de où on est placé sur la carte du monde. En fait, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes priorités et on n'est pas tous dans une dynamique de survie. Nous, on avait rencontré comme ça quelqu'un sur un événement qui était un Ukrainien et on pensait que c'était un Ukrainien qui était né à Paris et il nous a dit « Mais non, moi je suis en France depuis 2 mois, en fait j'ai pu quitter mon pays en guerre parce que j'avais de la crypto-monnaie. Sinon, mes comptes étaient bloqués, je serais encore en Ukraine. » Tu peux dire la même chose des Russes. Hein. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de Russes ont pu également continuer à fonctionner à un moment donné. Oui. Enfin, moi, j'en connais personnellement qui leur compte était bloqué et ils ont continué à fonctionner grâce à la crypto. Donc, les Ukrainiens ont pu en bénéficier, mais les Russes aussi. Oui. Ça, de ce point de vue-là, la technologie est égalitaire face à ceux dont les comptes sont bloqués. Tout à fait. On peut noter que Bitcoin est à la fois les deux, c'est à la fois un système de paiement, donc une sorte de Swift blockchain, et aussi la monnaie en elle-même. C'est ça qui est étonnant. D'habitude, on a la monnaie, le dollar, et puis le système de paiement qui est Swift. Dans Bitcoin, on a les deux, on a le système et la monnaie en même temps. Mais pour revenir à Kairos, chez nous, c'est un outil spéculatif et alors, chez nous, c'est une monnaie de réserve. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un partenaire qu'on aime beaucoup. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, la voix incontournable de l'actualité Web3. Tu es passionné de crypto, de NFT et de métaverse. Tu cherches une source d'information fiable pour rester informé des dernières actualités. Ça tombe bien, le Crypto Daily te propose un podcast quotidien t'offrant l'actualité Web3 en seulement 10 minutes du lundi au vendredi. Dedans, je te décrypte toutes les news des dernières 24 heures de manière claire, concise et surtout passionnante. Alors, si tu veux être à jour sur tout ce qui se passe dans le monde des cryptos et des NFT, écoute le Crypto Daily et rejoins la révolution Web3 dès maintenant, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mais justement pour Kairos, donc maintenant on sait que ce continent-là a l'habitude de gérer sur les smartphones de la crypto. Donc effectivement, ils ont la culture du wallet. La culture du wallet, c'est ça. Ce qu'on n'a pas ici, nous, en Europe, la culture du wallet, quand on dit aux gens wallet, ils partent en courant, alors que là-bas, il y a très peu de gens qui ont accès à l'électricité, mais ils ont tous un iPhone et ils ont la culture du wallet. Oui, ils ont skippé l'étape de l'agence bancaire, puisqu'il n'y avait pas d'agence bancaire dans la savane. Donc, grâce à la mobile monnaie. Hein, voilà, aussi. C'est ça, sur le téléphone. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, pour refaire un petit peu un zoom arrière, ici, on cadre vraiment avec cette monnaie Kairos dans l'ouverture de l'écosystème des moyens de paiement. Alors, moi, en tant que philosophe de l'économie ou économiste philosophe, j'ai dit, si on veut pouvoir construire un monde pour ces jeunes, on va y revenir, hein, parce que ça me touche beaucoup ce que tu m'as raconté sur les jeunes, puisqu'en fait, toute cette aventure a commencé, en fait, il y a 21 ans, à la naissance de mon fils. Finalement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me demander dans 20 ans ? Est-ce qu'il va me demander, avec sa maman, son ex-femme, on était en train de faire de l'immobilier dans les années folles, souviens-toi, les années 90 et 2000. On dit, mais si je continue comme ça, ce sera un empire immobilier. Est-ce qu'il sera content avec un empire immobilier? Ou est-ce qu'il va me demander autre chose? Est-ce qu'il va peut-être me dire, papa, t'as vu venir le boxon, t'as rien fait, t'aurais pu faire quelque chose, t'avais le CV pour, hein, t'as rien fait, t'as pensé qu'à tes fesses. Non, moi je voulais pas qu'il me dise ça, et donc on a l'année passée avec grande émotion partagé ce moment, lors du 10e sommet d'économie systémique d'ailleurs. Je lui ai posé la question, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et donc évidemment il est dans tous les coups maintenant, parce que voilà, il pense aussi à cette régénération, c'est son avenir aussi. Mais revenons à tous ces jeunes qui se disent, mais c'est pas leur place dans la société, mais c'est aussi, est-ce qu'on a un avenir, tout simplement? Est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'on peut voir la lumière? Oui, et puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour construire le monde de demain? Donc oui. ce qu'on a fait, c'est exactement ça. C'est dans ces îlots de régénération, comme on les appelle, ce sont des espèces de poches dans lesquelles on est en train de construire ce monde de demain, ce monde un peu idéal. Selon ce modèle de l'économie systémique régénérative, on est déjà à plus que 100 terrains pour l'instant, dans plus que 30 pays qui nous attendent, qui attendent cette feuille de route. Et donc la réponse, c'est de dire, construisons ensemble sur ce modèle qu'on a déjà fait fonctionner, on a vu qu'il fonctionne, hein, et ces jeunes peuvent y aller dans ce terrain, participer à ces projets. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu as un modèle qui répond à plein de problématiques. Tout à fait. Et aussi à la problématique de l'emploi. Oui. Comment n'es-tu pas subsidié par Actiris? Actiris, pour les Français, c'est l'accompagnement des chômeurs. Alors, c'est très intéressant parce que, Claudia, justement, ça a été pour nous une immense surprise et on a compris après pourquoi. En fait, on n'arrivait pas à créer cette courroie. En fait, c'est une courroie de transmission à créer entre l'ancien et le nouveau. En fait,
si vous voulez, le système aujourd'hui ne veut pas changer, il est construit. Tout le monde se tient par la barbichette. On vient avec quelque chose de tellement disruptif qui vient quelque part déconstruire ce système. Puisque le système aujourd'hui est fait pour extraire les ressources physiques de la Terre et des ressources humaines, c'est dans le mot, les ressources minières, siphonner l'énergie de tous ces gens. Regardez dans quel état est l'humain aujourd'hui. Mais plus que 50% des gens en Occident sont dans le rouge, dans l'orange. Il y a Thibaut tu voulais intervenir aussi, je crois, là-dessus. Oui, c'est... on est vraiment dans un changement de paradigme, mais qui suppose que des vieilles recettes en fait connues depuis longtemps sont remises au goût du jour grâce à la technologie, mais débarrassées de plein de lourdeurs, plein de ce qu'on appelle les intermédiaires, mais aussi des jeux de pouvoir, des systèmes de corruption. Et alors ça, les gens le comprennent bien lorsqu'on parle d'un système de paiement comme Bitcoin, qui est complètement affranchi des banques et des États, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et un écosystème comme Kairos fait partie de ces écosystèmes qui émergent aujourd'hui et qui vont permettre de faire des choses qui certaines ressemblent à du déjà vu, mais qui en même temps sont très très nouvelles et qui défient aujourd'hui notre imagination. Je vous donne un exemple. Tu as donné plusieurs exemples avec Kairos, mais là je travaille sur un autre projet. Alors, typiquement, c'est le genre de projet qui devrait collaborer. Coopération est essentielle dans ce domaine. Je travaille sur un projet en ce moment dans l'écosystème Hedera, Hgraph. Et où on crée une place de marché solidaire. Et dans cette place de marché, il va y avoir des NFT. À chaque fois que quelqu'un fera un achat, comme sur Amazon, fera un achat, eh bien, à la fois une partie de l'argent ira sur un fonds de dotation géré comme une DAO. Donc un fonds de dotation géré comme une DAO qui va redistribuer alors cette partie des revenus à des projets à impact dans le monde, et celui qui aura fait l'achat ou qui aura éventuellement même fait une donation va recevoir des NFT. Et ces NFT seront à la fois donnés à l'acheteur et d'autres exemplaires seront envoyés à une autre DAO qui va fonctionner comme un fonds de pension décentralisé. Un fonds de pension décentralisé. Et là, le but étant de créer de la solidarité entre tous les artistes de la planète. Seule la blockchain permet de faire un projet comme celui-là avec une telle ambition. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes un artiste connu, vous pouvez imaginer ou espérer que les NFT que vous créeriez auront une certaine valeur, parce que vous êtes connu. Bon. Et bien, vous allez envoyer certains de vos NFT à ce fonds de dotation décentralisé, à ce fonds de pension décentralisé. Les artistes moins connus qui participent à l'écosystème vont également envoyer certains de leurs NFT qui n'auront peut-être pas beaucoup de valeur parce qu'ils ne sont pas connus. Mais à partir de ce moment-là, on crée un fonds de pension, un fonds de solidarité. Et qui va bénéficier de ça? Qui va en bénéficier? Les artistes qui en ont besoin, par exemple les Africains. Et en fait, quel est l'objectif de ce fonds de pension décentralisé? C'est de créer un revenu universel minimum pour les artistes qui en ont besoin, grâce à la solidarité des artistes connus. Et sachant que l'artiste connu aujourd'hui, un jour il sera vieux, un jour il sera peut-être à la retraite, peut-être que lui il sera content que le jeune d'il y a quelques années, lui est devenu connu. Et c'est lui qui va devenir alors solidaire avec le plus vieux. Ça s'appelle un système de répartition, comme il y a en France, le système de retraite français. Mais c'est un système de retraite, donc c'est pour ça que je vous dis que ça a des airs de déjà vu. C'est amusant. Mais vous voyez avec quelle facilité, avec quelle agilité on peut le faire. En revanche, la révolution dont tu parles, c'est la fameuse DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc c'est une organisation d'humains qui mettent leurs règles sur la blockchain. Et les règles sont supervisées par la blockchain qui s'assure que tout fonctionne bien. Oui, il y a toujours des humains. Parce que moi, je me souviens de ce débat qui avait fait rage il y a, je crois, 5-6 ans avec je le prononce à la française, pour qu'on comprenne, The DAO. Et où le code est loi, the code is law. On peut pas toucher un code alors même qu'il y aurait eu c'était pas un hack à l'époque, mais c'était ils ont exploité une faille. Quelqu'un de très malin qui a exploité une faille, qui a pu siphonner une partie de l'argent. Le code est loi. Il y a toujours des humains derrière. C'est faux. C'est quand vous avez une DAO, à moins qu'on délègue ça à ChatGPT et à ses avatars pour gérer notre
société, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. Mais il y a dans une DAO toujours des humains qui décident. L'avantage d'une DAO, c'est que quand il y a un vote, au moins, c'est la blockchain qui dit il y a eu 15 votes pour, 20 votes contre. C'est pas un humain qui a compté les votes. Voilà, c'est ça. Il y a une transparence, il y a une sécurité, une immutabilité. Transparence peut-être, c'est plus transparent. Oui. Mais là où les projets se rejoignent, c'est qu'en fait, ce sont des projets collaboratifs. Moi, ce qui m'intéresse dans vos deux profils, parce qu'en fait, vous avez des profils qui sont reliés, mais qui sont quand même très différents, c'est que vous avez posé le même constat chacun de votre côté. La société dysfonctionne, ça ne marche plus, avec des conséquences qui sont inflation, des jeunes qui se suicident, plus de biodiversité, les 26 points dont tu parlais. Vous avez poser le même constat sur cette société. Toi, plutôt les solutions via la technologie et toi, plutôt la durabilité. Et puis, à un moment donné, ces deux branches se rejoignent parce qu'elles sont liées. Oui. Et c'est marrant parce que j'ai déjeuné hier avec quelqu'un que je connaissais depuis des années qui commande des études en durabilité, qui recommence des études en durabilité. Et je lui dis, mais tu ne peux pas penser durabilité sans penser technologie. Ce n'est pas l'un ou ça n'est pas l'autre. Et on ne peut pas aujourd'hui penser technologie sans penser durabilité. On vit dans un monde technologique avec des enjeux de durabilité. Et donc, à un moment donné, il faut de l'association de compétences et d'expertise pour trouver les solutions. On ne peut pas penser chacun de son côté. Et en fait, vous êtes l'exemple même avec vos expertises différentes et le projet Kairos du collaboratif. Et donc, on fédère des cerveaux avec des expertises différentes pour avoir, en fait, en gros, pour construire un monde meilleur. C'est vraiment ça, avec les gens, sur le terrain, avec des projets réels, qu'on peut aller voir, qu'on peut partager. Ok, donc moi, si je vais aller au Congo avec toi, je peux y aller. Oui, tout à fait, il y a des adresses, ils vous attendent. Ils vous attendent vraiment au Congo, en Tanzanie, au Sénégal, on devrait aller en avec Tunisie, nos détenteurs de NFT. en Amérique latine, bien sûr. Donc on va commencer, on va le mettre en ligne dans quelques semaines. Je crois que Anna est là, elle nous regarde, notre stagiaire, ça ferait partie, on appelle ça, ce sera une espèce d'Erasmus extrapreneur, une espèce de paradise hopper. On peut aller de paradis en paradis parce que ce sont tous des endroits extraordinaires. Les gens avec qui on a décidé de travailler comprennent nos valeurs, qui sont des valeurs vraiment profondément humanistes, de mise en puissance de chacun. Et évidemment, ce sont des gens magnifiques. Oui. Et ces gens vous attendent ces jeunes. Okay, pour autant qu'on est d'accord de se sortir les doigts du cul. Hein, du cul ouais. Il a osé le dire. J'ai osé le dire. Oui. Donc, moi je vais faire un... On va arrêter de tendre la main. Ça prouve qu'on ne coupe pas au montage le podcast. Il a dit le gros mot. Donc, je vais faire un appel, puisqu'en fait, ce podcast doit aussi nous servir à nous. Oui. Je vais faire un appel aux auditeurs, c'est que moi je rêverais d'aller au Congo, de faire un reportage qu'on diffuserait sur YouTube, un reportage vidéo, pour vous faire partager tout ça. Il y avait le parc du Virunga aussi. Oui, je vais en parler. Et donc, s'il y a un partenaire qui nous écoute et qui a envie de financer notre voyage, eh bien, nous sommes preneurs. Et on diffusera ça sur notre chaîne YouTube. Oui, je vais faire le lien avec le parc Virunga, on en avait parlé en off. Donc, ce projet magnifique qui est aussi porté par un Belge. Le parc Virunga est quand même donc le deuxième plus grand puits carbone du monde après la forêt amazonienne. Et l'État congolais considère que le parc Virunga est une entreprise. Donc, il n'est absolument pas... Alors, j'exagère. Il est un peu financé par l'État, mais c'est minime. Et donc, il considère qu'en fait, le parc doit s'autofinancer. Alors, il s'autofinançait comment? Par le tourisme et... par quoi? Par le tourisme. C'est une fondation. Hein. Et fondation, exactement. Et le minage de Bitcoin. Ah non, ça c'est maintenant. Ça c'est la réponse et la solution. Oui. Et donc effectivement, suite aux différentes attaques des rebelles et suite au Covid, plus de tourisme. Et donc Emmanuel de Merode, qui est un Belge, qui fait partie de la famille royale, qui est d'ailleurs le directeur de ce parc, s'est dit mais je ne peux pas laisser ce parc parce qu'évidemment les soldats rebelles n'attendent qu'une chose, pas que les soldats rebelles d'ailleurs, les Anglais attendent aux portes pour venir exploiter le pétrole, voilà. Et donc il a rencontré Sébastien Gouspillou, avec qui on a enregistré un épisode que je vous invite à écouter, qui est un des mineurs de Bitcoin les plus importants. En fait, il traque les mégawatts, les surcapacités d'électricité dans le monde pour aller poser ces containers pour miner du Bitcoin. Ils se sont rencontrés. Et donc Emmanuel de Merode a expliqué sa problématique à Sébastien Gouspillou. Il lui a dit mais quelles sont tes ressources? Donc il y a des ressources qui sont épuisables, celles du sol, les minerais, et des ressources inépuisables, qui sont les 4 centrales qui sont dans le parc Virunga, qui sont des centrales qui ne sont pas des centrales à barrage, qui sont des centrales au fil de l'eau. Donc le débit de l'eau qui est continu génère de l'électricité. Et en fait, ces 4 centrales fabriquent 100% d'électricité. Mais on sait que c'est 14% des gens, je pense, ou 16% des gens au Congo qui ont accès à l'électricité. 30% à Kinshasa et le reste, je crois que c'est 14%. Donc, pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de réseau. Et donc, Sébastien lui a dit, mais tu as donc
la majorité de ton électricité qui est produite est rejetée dans le sol, puisqu'elle n'est pas transportable à l'international. Elle est transportable localement s'il y a un réseau, mais pas transportable à l'international. Ça coûterait trop cher. Donc il lui a dit, ben, OK, on va mettre en place une économie basée sur le Bitcoin. C'est un modèle d'économie systémique régénératrice. Voilà. Et d'ailleurs, on devrait faire un épisode avec Sébastien Gouspillou. C'est exactement l'exemple d'un... On va chercher la ressource sous-utilisée. En fait, c'est ce que Bernard Lietaer disait. Il faut aller connecter la ressource sous-utilisée avec le besoin criant. Oui, c'est ça. Et c'est dans un écosystème, tu es obligé de du coup regarder autour de toi qui a quoi, qui a besoin de quoi, qui a quoi en Comme dans la nature. Et tu parlais de biomimétisme, et c'est exactement ça, c'est s'inspirer de la nature, où il n'y a jamais de rejet, la nature réexploite tous les déchets. Et pour revenir aux monnaies, ça devrait vous intéresser. Une monnaie, c'est quoi? C'est simplement la matérialisation d'un échange de valeur. Dans la nature, tu as des centaines, des milliers de façons d'échanger de la valeur. Ici, nous sommes dans une économie où nous n'avons qu'une façon d'échanger de la valeur. C'est insensé, et c'est pour ça qu'il faut créer un écosystème de moyens d'échanger de la valeur, à commencer par le partage de ressources. On est dans un système monoculture. Par l'échange, par le... Voilà. Mais il y a trop de testostérone sur ce podcast. Je suis la seule femme et j'ai pas fini mon histoire. Je voulais prouver que le projet d'Emmanuel de Mérode était un projet systémique. Je voulais faire la boucle. Parce qu'en fait, l'objectif premier, c'était de pouvoir refinancer son parc. Donc, avec le Bitcoin, je crois qu'aujourd'hui, alors que le Bitcoin est bas, il arrive à financer 100 000 € par jour. Mais l'objectif secondaire, c'est quoi? Et c'est en ça que je fais le lien avec le systémique, c'est qu'il crée un réseau de distribution de l'électricité pour électrifier beaucoup plus de gens. J'ai terminé, vous pouvez y aller. Voilà, bravo, chapeau. C'est exactement, Claudia, ça, c'est un business model systémique. Mais c'est vrai que ça échappe souvent au débat sur le Bitcoin et sur son caractère hyper consommateur d'énergie. C'est qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement circulaire et systémique dans le Bitcoin, parce que sa portabilité lui permet facilement d'être miné là où l'énergie est soit sous-utilisée, soit elle est d'origine renouvelable, mais pas rentable ou pas suffisamment rentable. Et le Bitcoin donc là, on est dans un parfait exemple de ce que tu dis, un parfait exemple d'une coopération, d'un commerce au sens naturel des choses, où j'ai une ressource, tu as un besoin qui est sous-utilisé, et voilà, et on se met à échanger. Et donc, il faut pouvoir replacer le Bitcoin effectivement dans ce cadre-là. Il y a aussi des projets de minage où les fermes de minage sont dans des containers et qui sont transportés par hélicoptère, et où les ASIC sont trempés dans de l'eau en permanence pour refroidir, et on va là où l'énergie est disponible, que ce soit hydraulique, que ce soit même une centrale nucléaire, parce que les centrales nucléaires, il y a plein de projets maintenant qui enfin émergent. Les centrales nucléaires ont cette caractéristique qu'elles doivent toujours produire plus d'énergie qu'elles n'en vendent pour pouvoir assurer des pics surunitaires. Et donc il y a toujours une perte dans les centrales qui n'est jamais revendue. Et il suffirait vraiment, si on pouvait systématiser ça, on réduirait de manière très drastique en fait la consommation de Bitcoin. Et ça, ça c'est une logique systémique. Oui. Ce qui m'intéresse en fait, moi j'adorerais faire un podcast avec vous deux, Sébastien Gouspillou et Günther Poly. Vous connaissez Günther Poly, qui est un Belge et qui repense l'économie sur la base de l'optimisation et l'exploitation des déchets. L'économie bleue, il appelle ça. Ouais, c'est en gros. Un de tes 26 points, c'est la gestion des déchets. Okay, c'est une grande problématique. On ferme les yeux, on trie ses poubelles et on fait semblant. On fait semblant qu'on a fait la part du colibri, mais en fait, ça ne change absolument rien. Tout incinéré. Voilà. Et d'ailleurs, nous, dans le sud de la France, je vais vous expliquer une petite anecdote. Donc, moi, en bonne bobo, je triais mes poubelles. Et on a des containers là sur la place du village où on va mettre donc son papier, ses bouteilles, son plastique. Donc nous bien scolaires, bon petit colibri, on faisait notre truc. Et puis un jour, je vois le camion qui arrive, qui soulève les bulles comme ça et qui vide toutes les bulles dans le même camion. Puis je dis mais ils se foutent de moi ceux-là ou pas? Du coup, j'ai jeté mes poubelles de tri, j'ai mis une grosse poubelle et maintenant les gens me disent « Non mais Claudia, franchement, tu n'as pas de conscience. » Je dis « Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ils nous mènent en bateau. Ils vous demandent de changer vos habitudes au quotidien, mais qu'est-ce qu'ils font derrière au coin de la rue? Et en fait, et donc j'ai appris qu'en France, il n'y avait que 2 ou 3 grands centres de tri. Et donc sur
toutes les zones blanches, ce qu'on appelle les zones blanches, les zones oubliées de la France, il n'y a pas de tri. Vous vous rendez compte? Tout est mis en décharge. Un de nos extrapreneurs, d'ailleurs, a répondu à cette question-là. Et justement, avec des modèles qui dérangent, parce qu'on n'a pas pu continuer sur l'aspect du système, on vient challenger le système. Et donc, il se bat, il s'appelle Didier, il porte un nom, il est au nord de Bruxelles. En fait, on s'est dit que finalement, tout ce système de la gestion des déchets est complètement incohérent. Donc, on va centraliser tout dans un incinérateur ou dans un landfill. Ça n'a aucun intérêt et on va finalement recycler que très peu. Donc, on s'est dit, et le transport aussi d'une valeur négative, ça n'a aucun sens dans des zones de basse émission. Donc, on s'est dit, mais imaginons décentraliser, comme la blockchain, le traitement des déchets. C'est vraiment la même façon de penser. Et mettons des installations de petite taille pour traiter localement les déchets là où ils sont produits, autour des grands magasins, dans les zones industrielles, au pied des grands immeubles. Ça fait rire tout le monde. Mais vraiment, hein. Il dit, mais arrête, jamais ça marchera, il faut de l'échelle. Je dis non, il faut de la synergie et de l'intelligence collaborative entre les petites installations. Donc, on est arrivé à un système où les déchets organiques sont traités. Une tonne de déchets organiques produit 50 mètres cubes de méthane. Ah, on va te parler de Dataform après. Vas-y, continue. Le verre est transformé en sable et qui est vendable localement sur les chantiers. Le plastique en pyrolyse, on produit du diesel, du carburant. Les huiles usagées, même chose. Donc on peut créer des petites installations. On a calculé par exemple pour une ville... Et ça existe ça? Oui, ça tourne là. Mais donc on est obligé de se battre contre des systèmes d'oligarques finalement, qui ont des exploitations de collecte et qui ont des contrats à l'année avec des grosses villes, surtout en Occident. C'est très difficile à vendre. C'est ça le challenge. Et donc, pour donner un exemple pour terminer l'histoire, une grosse ville comme Casablanca, par exemple, un incinérateur, c'est un demi-milliard d'euros ou de dollars pour construire un incinérateur. Eh bien, pour le quart de ce prix-là, on crée 1000 micro-entreprises qui créent 5000 emplois locaux et qui vont pouvoir permettre de rendre disponibles des ressources énergétiques, ressources bâtiments, localement, dans les quartiers. Pour un quart du prix, tu crées 5000 emplois. Et générer de l'emploi, oui, générer de l'emploi. Et donc, tu arrêtes de transporter de la valeur négative et de polluer finalement. Thibaut réagit, après je rebondis pour t'expliquer un projet qu'on a. Oui, au royaume des absurdités, il y en a une, il y a beaucoup de régions d'Europe où il est interdit de s'échanger entre soi de l'énergie. Parce que quand vous avez un surplus d'énergie, vous êtes obligé de le revendre, et généralement c'est même pas le revendre, c'est le donner. C'est le donner et compenser alors avec votre facture auprès de l'opérateur énergétique auquel vous êtes abonné. Donc vous êtes pieds et poings liés, et donc ça empêche en fait de créer ces économies circulaires, ces écosystèmes locaux d'échange d'énergie, où la technologie blockchain est juste parfaite pour ça, parce qu'elle est là du coup vraiment une solution à un problème structurel pour tracer, effectivement, pour tracer, facturer, payer en micro-paiement, parce qu'ici on doit pouvoir payer un 0,001 centime. Vous ne le faites pas avec un virement bancaire, ça, hein, et vous ne le faites pas non plus avec votre carte de crédit. Et donc la technologie est juste parfaite, mais là vous avez des réglementations qui sont pas si anciennes que ça en réalité, hein, mais qui sont là pour en réalité empêcher les nouveaux entrants en réalité. Empêcher les nouveaux entrants, on empêche l'innovation. Et c'est l'histoire du système. Donc on vient avec des solutions qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentables, beaucoup plus performantes, beaucoup plus fun. Bien sûr. Mais on vient enquiquiner les oligarques existants dans un système aujourd'hui qui ne veut pas muter. Oui, du pouvoir, mais des enjeux de pouvoir colossaux. En termes d'argent, de gros sous, d'influence politique, etc. Mais non, mais il ne faut même pas besoin d'être complotiste, on le voit à l'œil nu. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais ça, ce sont des faits. Attention, pas de dérapage. Pas de dérapage. Déjà que tu dis des gros mots, alors attention, on ne va pas nous traiter de complotistes. Mais c'est même pas nécessaire. Voilà. Mais je voudrais vous parler, on a enregistré un épisode qu'on ne pourra malheureusement pas mettre en ligne parce que le projet n'a pas abouti. Et on est vraiment triste parce que moi, j'ai adoré ce projet. Donc, c'est le projet Datafarm. Et en fait, c'est un projet systémique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dealé avec les gros centres de tri en France et les gros centres, enfin, les grosses industries d'élevage de bovins. Pour récupérer les excréments des bovins d'un côté et de l'autre côté pour récupérer tous les déchets organiques des grands centres de tri. Donc, par des procédés chimiques, ils ont transformer les matières, les déchets et les excréments en gaz naturel.
le type qu'on a interviewé, a été chez EDF en disant, voilà, moi, sur base de ça, je peux produire X gaz naturel. EDF a dit, super, j'achète votre gaz. Mais vous devez construire le réseau pour que le gaz que vous produisez aux 4 coins de la France arrive jusque chez nous. Installer un réseau de gaz dans toute la France, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il s'est gratté la tête, il s'est dit, OK, c'est quoi la solution? La solution, c'était que pendant 5 ans, le gaz qu'il produisait était transformé en électricité. L'électricité partait dans ces containers de minage de Bitcoin, générait de l'argent, et au fur et à mesure que l'argent était généré, on construisait le réseau. Eh bien, je ne comprends pas comment EDF n'a pas dit, j'achète votre solution et je finance le réseau, parce que c'est la réponse à la problématique aujourd'hui. 2, il a essayé de faire une levée de fonds. Il n'a pas pu faire, il n'a pas pu. Je connais plusieurs exemples similaires. J'en connais plusieurs. Moi, j'ai accompagné pendant 2 ans, plus de 2 ans, un projet tunisien. Ouais. Où ils avaient, c'était des inventeurs, des ingénieurs, qui avaient mis au point des petites unités de création d'énergie solaire pour pouvoir électrifier des villages éloignés en Afrique, et qui fonctionnaient avec une crypto-monnaie. Pour pouvoir monétiser, tracer l'échange d'énergie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce projet a eu toutes les peines du monde à trouver des financements. Parce que pas soutenu par les grands. Pas du tout soutenu par les grands, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de business model très intéressant pour les grands groupes dans ces régions un peu reculées. C'est le même problème qu'on a connu pendant très longtemps avec la couverture Internet dans les campagnes. Oui. Il a fallu que certains pays, la France par exemple, et aussi la Belgique avec les intercommunales, oui. Mais en France c'est très connu ça, parce que où c'est l'État finalement qui intervient en disant bon les gars, si vous voulez qu'on ait de la 4G ou de la 5G, je parle même pas de 5G, dans les campagnes, enfin avoir de l'internet de à haut débit dans les campagnes, si on laisse le marché s'organiser, et ben il n'ira pas jusque là. Donc il faut que ce soit l'État qui devienne fournisseur d'accès. Mais ici c'est même pas tellement ça, parce que ici la technologie permet qu'on soit rentable, mais c'est peut-être pas assez lucratif, je ne sais pas. Parce que c'est isolé, parce que c'est pas revu de façon holistique. C'est ça en fait, c'est ça la clé. Oui. En fait, pour construire le monde de demain, il faut arrêter d'essayer de faire muter le système. C'est de construire à côté, montrer que ça marche avec toutes les fonctionnalités essentielles, montrer que ça marche et rendre ça plus performant, plus désirable et plus fun. Mais pour ça, il faut faire l'exercice prendre une page blanche et de dire ok, au lieu d'essayer de diminuer les effets négatifs d'un système qui tourne carré et d'essayer de se greffer de force sur un système qui fonctionne plus, sur un Titanic qui coule, ce serait con en fait. Il faut construire des radeaux à côté, ensemble, quitte à mettre plusieurs radeaux et de faire des expérimentations. Un de nos amis ingénieurs, Arthur Keller, que les Français connaissent, que je salue au passage, il dit la même chose. Il dit ce que nous devons de faire d'urgence, c'est construire un maximum d'expérimentation en marge à côté du système existant pour que quand tout le Titanic aura coulé, on pourra retomber sur des trucs qui fonctionnent de façon autonome. Donc il faut aller vers l'autonomie et pas absolument vouloir se repluguer sur des systèmes dépendants où on recrée de la dépendance. Et c'est ça probablement une des raisons de l'échec de plusieurs projets, c'est de dire plutôt que de vouloir remettre. On a fait d'autres expériences d'ailleurs avec des entreprises où on innove en marge des entreprises et dès que l'innovation est remise en interne, elle est tuée. Oui. Pour des raisons systémiques, ça s'appelle l'homéostasie. Le système ne veut pas muter. C'est la même chose en politique. On ne va pas s'aventurer sur ce terrain-là. C'est le même problème. Il faut construire à côté et prouver que c'est plus fun, plus sexy, plus performant. Et là, on va avec les fonctionnalités holistiques. J'ai une question pour vous deux sur le côté sulfureux de la crypto, parce que malgré tout aujourd'hui, même en 2023, on sait que les gouvernements, les grandes banques n'aiment pas tellement la crypto, pour plein de raisons, on va pas y revenir. Est-ce que vous avez eu affaire à ça? C'est-à-dire que toi, Kairos, quand tu parles de ton projet, on te dit « Oulala, il y a de la crypto là-dedans, on n'aime pas ça ». Est-ce que toi aussi, Thibaut, on vous dit « Oulala, il y a de la crypto, ça nous fait peur ». Oui, mais c'est pratiquement tout le temps. Mais n'importe quelle personne dans l'écosystème crypto partagera à peu près le même genre d'expérience, à commencer par les banques, voilà. Ouais. Et en disant ça, je pense que les banquiers, ils aimeraient, je pense beaucoup, ils aimeraient être plus coopératifs. De plus en plus. Je pense qu'ils aimeraient, mais il faut aussi les comprendre. S'ils ont un régulateur qui est comme une épée de Damoclès
au-dessus de leur épaule, parce que ici, ce sont des sanctions qui peuvent être très graves. Et donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus de banquiers qui ont envie de collaborer, mais c'est normal parce que l'écosystème grandit et que certains banquiers ont passé le cap, et il y a même maintenant quelques banques qui se disent crypto-friendly, donc les choses évoluent, mais il y a encore énormément de travail à faire. Ouais. Moi j'ai un autre avis là-dessus, dans le sens où l'âme humaine, c'est des avantages, c'est l'opportunisme. La crypto a été à un moment donné, elle est encore une opportunité de faire de l'argent de façon spéculative, avec beaucoup de projets crypto qui sont pas portés par les mêmes intentions nobles qu'on aimerait. Eh bien, on n'a pas attendu la crypto pour avoir des voleurs à la diligence. Non. Les gars, dans la monnaie dite traditionnelle, l'euro, le dollar, c'est des centaines de milliards de hacking chaque année. Donc, il faut pas croire. Les banques l'annoncent sur leur site d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà débattu plusieurs fois sur votre podcast, mais n'oublions pas quand même que les derniers scandales sont des scandales tout à fait banal dans la finance. Traditionnel, les pyramides de Ponzi, c'est les vu comme le scandales monde. qui ont eu lieu avec FTX, Celsius, etc. Pour prendre des vrais scandales. Après, il y a eu tous les effets secondaires de tout ça. Mais ce sont des scandales qui sont arrivés des centaines de fois dans le monde de la finance. Ça s'appelle la malhonnêteté des dépositaires. Ici, il y a bien des gens au milieu, des dépositaires. Donc c'est centralisé. Alors, je sais qu'on l'a souvent dit, mais il faut le rappeler. Ce n'est absolument pas la technologie qui est en cause ici. Et d'ailleurs, ça aura probablement comme effet bénéfique de pousser vers plus de décentralisation en réalité. Ouais. Avec du coup un casse-tête pour les régulateurs. Parce que ça, ils n'aiment pas les régulateurs, la décentralisation. On va faire la boucle, on va revenir sur Kairos. Donc, j'ai plein de façons en tant que consommateur d'aider Kairos. Oui. Mais peut-être qu'une des façons les plus faciles, sans trop me bousculer dans mon quotidien, c'est d'acheter un token ou des tokens. Oui, sur le site, il y a un onglet qui vous permet d'entrer en contact directement avec nous pour les acheter en pre-sales. Donc, à 28 cents, bientôt 40 cents, puis 75 cents. Et puis, donc, on pense avoir une SEO à 1,20 €. Donc, contactez-nous en direct. Ce sont des contrats SAFT que notre ami ici présent nous a rédigé, qui est tout à fait correct. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, suivez-nous sur les réseaux pour avoir accès au programme, aux îlots de régénération, pour y aller, pour participer à des projets, pour participer à la formation qui va se donner en automne. On a dû la postposer parce que... Moi, j'aimerais bien la suivre, cette formation. Bien, ça va être chouette, surtout que ce n'est que 2 à 3 après-midi semaine pendant 2 mois. Et ça va vous permettre aussi de votre îlot de régénération peut-être d'en faire quelque chose. Parce que nous, on a un grand jardin, je trouve. Voilà, il y a moyen de faire des choses magnifiques sur votre jardin, avec votre ADN propre, et du coup se reconnecter à la nature, à la générosité, parce que ça, il y a aussi un effet secondaire intéressant dans nos îlots de régénération. On appelle ça la potentialité émergente du projet, c'est-à-dire qu'en systémique, on fait des trucs, tout à coup on se rend compte de la valeur que ça a. La valeur de se reconnecter à la nature, aux autres, à des projets concrets, vous connecte à la générosité de la nature et à l'intelligence collective et sa magie. Et ça, c'est un effet secondaire qui nous permet d'avoir des gens qui sortent de double burn-out en 2 mois de temps de cracher le feu, de retrouver leur voie. 2 mois de temps. On fait mieux que tous les psychologues ici en Belgique. Donc, franchement, ce sont des effets secondaires magnifiques. Se reconnecter à la générosité de la nature, c'est se reconnecter aussi à la maman. Bien sûr. De façon archétypale, et donc du coup retrouver à mère nature. Voilà, et de retrouver aussi quelque part cette énergie physique vitale à la sève, d'avoir envie de vivre. Voilà. Comme tu disais là tantôt, pour tous ces jeunes qui ont perdu l'envie de vivre. Et donc ça, vraiment, ça c'est quelque chose de très fort, qui sont des effets secondaires positifs du Kairos, des îlots de régénération et des programmes extrapreneurs. Eh bien, je trouve que c'est une belle façon de finir ce podcast, très inspirante. Donc, je vais mettre tous les liens, les tiens Michel et les tiens Thibaut, sur la description du podcast. J'espère que ça va vous inspirer, vous les auditeurs. Moi, en tout cas, ça va inspirer. On était déjà dans ce mouvement en plaquant Bruxelles pour le sud de la France en se disant « plus jamais on fera un PowerPoint de ma vie ».
de notre vie, ce qui est faux évidemment. Et finalement, on se retrouve à Bruxelles aujourd'hui et on a fait un PowerPoint pour préparer. Voilà, exactement. Et on s'est connecté à la technologie de la blockchain, mais parce que ça répondait à des valeurs humaines avant tout. Donc on ne s'est pas connecté à ça avec une intention spéculative, mais avec une intention de comprendre une des solutions qui allait peut-être changer le monde. Je peux faire juste un petit mot, c'est un remerciement en fait pour notre advisor, partenaire, blockchain, Gineo. J'aimerais qu'on les remercie parce que c'est une équipe belge et donc c'est pas tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont créé un fork de Avalanche, de la blockchain Avalanche, pour pouvoir proposer des solutions blockchain clés en main, mais vraiment pour tout le monde. Donc c'est vraiment bien foutu, très bien foutu. Ce sont nos partenaires. Et donc ils démocratisent l'accès au blockchain pour quelqu'un qui veut lancer sa propre blockchain, son propre smart contract dans l'environnement Avalanche. Et c'est dans leur écosystème que Kairos a été lancé. Voilà, je voudrais les remercier parce que ils l'ont fait vraiment avec leur cœur. Ils partagent aussi la même philosophie que nous. Et c'est une équipe belge. Donc je voulais les remercier. Voilà. Et aussi nos partenaires, futurs partenaires évidemment, Bit4You. On mettra le lien. Voilà. Comment ça s'appelle? Je vais mettre le lien. Juneo.io. Juneo.io. Très bien. Ok. Super. Eh bien, on vous remercie. C'est très inspirant, ça nous a parlé, on vibre sur la même fréquence. Que dire à nos auditeurs pour terminer cet épisode? Je me sens un peu ridicule après avoir parlé de changement sociétal de vous demander de mettre votre adresse mail sur notre site internet pour recevoir notre newsletter, mais on vous promet qu'on vous amènera du contenu qui a du sens. Mais dans notre newsletter, il y a aussi des projets très inspirants, vous verrez. Donc si vous allez sur nftbusiness.tech, vous pourrez rentrer votre adresse mail et réécouter tous les anciens podcasts. Oui, et d'ailleurs je me lance parce que c'est en verbalisant qu'on se met en action pour les détenteurs de nos NFT, donc ceux qui entrent dans notre communauté. Si je trouve un partenaire pour aller au Congo, vous aurez l'occasion de venir avec moi. Bon, j'ai intérêt à ce que ça... on vous branchera sur nos extrapreneurs magnifiques qui sont à Goma et qui ont fait un travail fabuleux. Ce sont des saints, vraiment. Ces gens sur le terrain, des humbles. Ce sont les vrais acteurs de changement. Eh bien, voilà, je me suis engagée, donc j'ai intérêt à ce que ça sorte de terre. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit évidemment, comme toutes les semaines, à la semaine prochaine. Merci. Merci.